Bonjour à tous et bienvenue sur Échange climatique. On croyait que la technologie nous avait permis de se protéger contre les aléas de la nature, mais nos sociétés seraient plus vulnérables que jamais aux catastrophes naturelles. En cause, une population qui vieillit notamment, mais aussi et surtout un monde dont la complexité exacerbe les conséquences des tempêtes, des inondations ou encore des vagues de chaleur. Et ce, alors même que ces dernières seront de plus en plus fréquentes et d'amplitude de plus en plus grande. Que faire donc pour développer notre résilience? C'est ce dont nous allons parler avec Magali Reguezazit, géographe, chercheur et maître de conférence à l'ENS et membre du Haut Conseil pour le climat. Bonne écoute! Bonjour Magali Reguezazit. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Magali Reguezazit, je suis géographe, maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'École normale supérieure et puis je suis membre du Haut Conseil pour le climat. Quels sont vos domaines et terrains de recherche? Pourquoi vous êtes-vous tourné vers eux? Alors j'ai commencé par travailler sur la géographie des catastrophes naturelles sur les terrains français. D'abord sur les inondations, j'ai fait ma thèse sur la crue de la Seine en Île-de-France. Et puis progressivement, je me suis orientée d'une part vers les questions d'aménagement dans les zones à risque, notamment sur le sud de la France, et sur les gestions de crise que j'ai travaillé en particulier aux Antilles dans le cadre de programmes de recherche. Et donc j'ai orienté mes recherches de la vulnérabilité vers la résilience, ce qui m'a permis d'introduire progressivement les questions d'adaptation au changement climatique, essentiellement dans les contextes urbains et essentiellement sur le territoire national. Vous avez commencé, j'imagine, par travailler sur des catastrophes qui n'étaient pas forcément liées au réchauffement climatique, et cela restait un sujet de niche. Oui, alors déjà à l'époque, l'angle d'attaque que j'avais était un petit peu émergent puisque la question de la vulnérabilité était très ancienne dans les sciences sociales, notamment anglo-saxonnes. C'est vrai qu'en France, on avait une lecture qui portait d'abord sur les processus physiques. Et donc l'idée de rentrer par la vulnérabilité et de démontrer que cette vulnérabilité, elle était créée par la manière dont les villes étaient organisées. Non seulement dans leur changement de matière, le fait qu'on a un urbanisme souterrain, qu'on a aujourd'hui des immeubles de grande hauteur, mais aussi dans l'organisation des lieux, le fait qu'on n'habite plus là où on travaille plus là où on habite, qu'on soit dépendant des transports, crée en fait des risques systémiques un peu sur le modèle de ce qu'on a connu avec la Covid. Au départ, c'était vraiment par rapport à ce type de problématique. Et effectivement, sur les crues de la Seine, on parlait peu du changement climatique et d'ailleurs c'est un sujet qui est arrivé assez tard dans le champ des risques hydroclimatiques en France pour une raison d'ailleurs assez compréhensible, c'est qu'on avait d'une part une difficulté d'attribution sur la pluviométrie. Donc on avait du mal à savoir quel serait l'impact de ce changement global sur cette pluviométrie et sur les conséquences. La pluviométrie, c'est un des facteurs qui est resté le plus longtemps un inconnu. Une inconnue, et puis alors en plus on avait des difficultés, on travaille sur des très grands bassins versants, le bassin versant de la Seine c'est 2 fois la taille de la Belgique, donc ça veut dire qu'on a ensuite des mécanismes locaux très particuliers qui sont liés pour partie au processus physique mais aussi pour partie à des dynamiques qui ne sont pas physiques. Et par exemple l'urbanisation, mais aussi dans le cas de la métropole francilienne, le fait que vous ayez des réseaux souterrains fait qu'en fait vous avez un système hydrographique secondaire qui va amplifier la perturbation. Et donc en fait vous avez à partir d'un processus naturel une panne gigantesque, c'est un risque technologique pour le faire court. Ça veut dire du coup que nous en fait on travaillait à aléa constant. On considérait qu'on prenait le même débit qu'en 1910 et on regardait ce qui se passait. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le changement climatique, c'est-à-dire que quand par exemple on regarde la sinistralité chez les assureurs, on voit qu'effectivement elle augmente, qu'une partie de cette sinistralité est due aux conséquences du changement climatique sur les processus physiques, mais qu'une partie aussi est due à l'urbanisation, à l'aménagement, à la démographie, et une partie est due à la structure même du système d'assurance. Et donc en fait, le sujet, c'était vraiment d'arriver à faire la part des choses, sachant qu'en plus on manquait cruellement de données et que à l'heure actuelle, on a encore, il y a beaucoup d'études qui sont menées, mais il est encore très difficile d'avoir une idée, notamment sur des périodes moyennes, de ce qui va se passer concrètement à telle ou telle échelle territoriale. Donc vous ne parliez pas de changement d'aléa, mais plutôt de cette société qui est de plus en plus vulnérable, parce qu'elle est de plus en plus complexe et parce qu'elle ignore la topographie et s'installe dans des endroits qui ne sont pas sûrs.
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'abord le fait que quand on prend les littoraux, vous avez un recul naturel des traits de côte qui font que de toute façon, le littoral recule. Donc, on voit qu'on a eu des occupations des sols qui ont beaucoup évolué ces 40 dernières années, 50 dernières années, et qui fait qu'effectivement, des territoires qui jusque-là n'étaient pas occupés l'ont été, et l'ont été avec soit des habitations qui n'étaient pas forcément construites par rapport à la réalité de ces territoires, soit des infrastructures type routes, ports, soit des équipements qui sont des équipements de type touristique, avec là aussi des fragilités particulières. Donc l'idée, au départ, c'était un peu l'explication, c'était de dire, on a de plus en plus de biens et de personnes exposées dans des zones à risque, et en plus, elles ignorent leur vulnérabilité et donc elles ne sont pas forcément en capacité de répondre. Et puis là-dessus, moi, mon idée, c'était aussi de dire que on avait identifié des facteurs qui aggravaient la vulnérabilité. Par exemple, l'âge, par exemple, les inégalités socio-économiques. Le GIEC, d'ailleurs, les démontre très bien. Hein. Moi, ce que je voulais introduire dans mon travail, parce que je suis géographe, c'était l'idée de dire que la manière dont les activités et les hommes se répartissent à la surface de la planète et interagissent ont aussi des conséquences. Pour vous donner un exemple très simple, si on prend la crue de la Seine, telle que celle qui a eu lieu en 1910, on prend la même crue, même débit, voilà. On a une augmentation des dommages qui, selon les dernières estimations, est multipliée entre 30 et 100. Or, la population a beaucoup augmenté, les activités ont beaucoup augmenté dans les zones inondables, mais c'est pas suffisant, c'est pas proportionnel si vous voulez. On a une augmentation qui n'est pas proportionnelle, qui est exponentielle. Et ce facteur d'exponentialité, c'est justement le fait que parce que vous avez une interconnexion croissante des lieux, des activités, des réseaux, en fait, vous avez des mécanismes d'amplification des risques et des perturbations et des dommages, qui fait que, par exemple, les zones qui sont pas inondées vont quand même subir des perturbations très lourdes et que peut-être vous aurez plus de pertes économiques dans les zones qui n'ont pas vu une goutte d'eau que dans les zones qui ont les pieds dans l'eau. Et donc, pour moi, c'était la dimension spatiale de la vulnérabilité. Et elle a une conséquence très concrète en termes d'aménagement du territoire. Parce qu'en fait, la manière dont on va aménager les villes, au-delà du simple fait de changer les matériaux, de désimperméabiliser, de faire des digues, etc., va avoir un impact sur le risque. Et donc, on revient à toutes les questions sur la ville dense, la ville éclatée, la dépendance au réseau. Et l'idée, c'est de montrer que il n'y a pas de modèle de ville qui est sans risque. Quand, par exemple, aujourd'hui, on dit on va faire du télétravail, ça veut dire qu'on va avoir une dépendance accrue par rapport à certains réseaux, notamment des réseaux informatiques, qui seront extrêmement vulnérables aux cyberattaques, mais aussi au changement climatique, parce que tous les serveurs de données vont subir les vagues de chaleur, vont subir aussi des questions de refroidissement avec la question des étiages accrus, donc des moindres niveaux d'eau. Donc en fait, on voit comment des solutions qui a priori semblent très bonnes à un moment donné présentent aussi des vulnérabilités qu'il faut anticiper pour ne pas en fait remplacer un risque par un autre. Est-ce qu'il y a un organisme en France qui s'occupe de penser le problème de résilience de façon systémique, qui chapeauterait la stratégie à l'échelle nationale, un peu comme la SNBC chapeaute la stratégie de réduction des émissions de CO2 ? Non, et c'est bien un sujet, c'est que... Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la stratégie, la planification, l'anticipation, qui, elles, doivent être maintenant vues de façon transversale. Et ensuite, il y a la déclinaison de l'action en fonction des territoires, des sujets et des compétences. On a un fonctionnement en silo qui fait que déjà, dans les stratégies, on dissocie complètement, par exemple, on a aujourd'hui en France une SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone. On a un plan national d'adaptation au changement climatique, qui n'est pas une stratégie. On a une stratégie nationale pour les inondations. Donc, vous voyez, on a un ensemble, en fait, déjà de stratégies qui ne sont pas intégrées. Parce qu'en fait, et ça, c'est lié à l'histoire, depuis l'époque moderne, en gros, depuis le 19e siècle, pour faire simple, au lieu de gérer un territoire, on gère des menaces sur un territoire. Par le passé, on considérait le territoire dans son ensemble, avec des ressources et des risques, et on implantait les activités, on pensait les activités en fonction de ces ressources et de ces risques. Mais on regardait le territoire comme un système, en réalité. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, où on a effectivement, parce qu'il y a eu une spécialisation, parce qu'il y a des enjeux très difficiles, on va avoir tendance à tout segmenter. Alors pour l'action, c'est évident, il faut qu'à un moment, on ait chaque métier, chaque corps d'action, il faut qu'il y ait cette action sectorielle.
En revanche, on voit bien que pour penser les choses et pour la stratégie, on manque d'une vision nationale déclinée territorialement de l'aménagement du territoire. Et c'est aussi un problème qui est lié à la gouvernance, enfin la manière dont l'État français se structure, c'est-à-dire qu'il y a cette tension entre ce qu'on appelle la décentralisation et la centralisation, donc avec des compétences qui sont données aux régions, aux collectivités territoriales que sont les intercommunalités, les communes, etc. Et on a tendance à opposer une politique qui viendrait d'en haut d'une politique qui serait construite par le bas. Or, il y a besoin d'avoir à la fois une réflexion au niveau des composantes du système national, que sont les territoires, mais aussi une vision surplombante pour articuler tout ça, parce que, je donne un exemple très simple, un bassin versant, ce qui est fait en amont va avoir des conséquences sur l'aval. Or, il faut bien quelqu'un qui, à un moment, dise comment est-ce qu'on arbitre entre les intérêts de l'aval et les intérêts de l'amont. Et ils ne sont pas convergents. Clairement pas. Est-ce que ce manque de stratégie est dû à la complexification de nos sociétés, à la globalisation des échanges? Vous parliez du 19e siècle, c'est le début de l'ère industrielle finalement. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté la capacité à envisager la complexité justement, et ça, on a beaucoup d'outils intellectuels à partir de l'analyse des systèmes complexes. Et donc aujourd'hui, on a des collègues qui appliquent à des sociétés, à des dimensions sociales, la société, l'économie, etc., les territoires, qui appliquent ces modèles et qui sont en capacité de réduire cette complexité. Du point de vue institutionnel, la façon de gouverner un territoire, d'administrer un territoire, elle repose sur du découpage. Donc, si vous voulez, c'est structurel à la manière de gérer le territoire. Ça a toujours été le cas. La difficulté, c'est de trouver des échelons surplombants qui mettent tout le monde autour de la table et qui fassent dialoguer et qui arbitrent. Et puis, c'est de trouver au niveau des territoires et entre les territoires des manières d'engager l'ensemble des parties prenantes avec l'évaluation, avec la redevabilité, avec l'acquisition de données. En fait, c'est ce qu'on dit à longueur de rapport du Haut Conseil pour le climat. Ensuite, il y a quelque chose de différent, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'à un moment dans la complexité, vos systèmes deviennent chaotiques. Il y a tellement de paramètres à en prendre en compte et tellement de dimensions qui parfois d'ailleurs ne sont pas connues, qu'effectivement très vite, on va arriver à ne plus pouvoir prévoir ce qui va se passer. Mais ce qu'on sait faire, c'est des anticipations sur la base de scénarios. Et donc, on peut aujourd'hui écrire ces scénarios. Alors, ça change un petit peu la manière de procéder, mais là aussi, tout ce qui est science du risque, de la mesure, etc., ont beaucoup évolué. L'exemple typique, c'est la crise Covid. On voit bien qu'il y a une partie d'inconnus qui étaient des inconnus parce qu'on ne connaissait pas. Il y a aussi une partie qui est d'inconnus liée à la complexité des systèmes. Je ne peux pas savoir si dans 6 mois, 1 an, le contexte, par exemple, géopolitique, va être subitement transformé par je ne sais quel événement, parce que je l'avais pas prévu. Et puis, on a, par contre, une capacité à déjà avoir des scénarios, comme fait le GIEC, par exemple, qui vont nous dire, attention, dans cette trajectoire-là, on sait déjà que possiblement, il va se passer ça, ça, ça et ça. Et que ça pourrait être peut-être aggravé ou peut-être ralenti, mais que globalement, on est sur cette trajectoire-là. Et cette façon-là de raisonner n'existe pas ou plus, ou en tout cas insuffisamment, et n'est pas positionné au bon niveau dans ce qu'on appelle la chaîne de commandement, c'est-à-dire dans la manière dont l'État et ses collectivités, le public, parce que là c'est la puissance publique, s'organisent et interagit ensuite avec les acteurs privés. Il y a un vrai besoin de vision politique ? Oui, il y a vraiment besoin d'une vision politique et au sens double, c'est-à-dire qu'un pouvoir politique assume cette stratégie et construit cette stratégie de manière démocratique. Ça veut dire en faisant participer l'ensemble des corps sociaux, ça veut dire voilà. Mais c'est aussi un problème politique au sens noble du terme parce que il n'y a pas une seule trajectoire, il n'y a pas un seul chemin. Et donc il y a des choix à engager, des priorités à tracer, qui ne seront d'ailleurs pas les mêmes pour certains territoires, pour certaines entreprises, pour certains acteurs. Et donc il y a vraiment besoin d'avoir ce débat sur quelle voie on veut emprunter, à quel rythme, à quel coût et pour quel bénéfice. Et là, derrière, on a vraiment des visions qui sont idéologiques, c'est-à-dire il y a plusieurs façons d'envisager les choses et qui sont vraiment très marquées idéologiquement.
et c'est nécessaire à l'exercice d'une démocratie. C'est-à-dire qu'on a plutôt une vision aujourd'hui qui est consensuelle. Il faut lutter contre le changement climatique, il faut aménager le territoire, il faut faire de la justice, blablabla. Bon, très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait. Parce qu'en fait, pour arriver à ces horizons très flous, il faut déjà savoir quels sont les horizons. Qu'est-ce qui est juste, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'une société dans 20 ou 30 ans qui serait une société qui apporterait du bien-être? Est-ce que c'est le bien-être qu'il faut prendre en compte? Est-ce que c'est la richesse? Est-ce que c'est la qualité de vie? Est-ce que c'est la qualité des écosystèmes? Est-ce qu'on peut concilier tout ça? Et donc, ce sont des options idéologiques. Et oui, et je mets aucune critique dans l'idéologie, hein. C'est vraiment c'est des systèmes de valeurs, si vous voulez. Il y a des valeurs qu'on va privilégier, par exemple, entre l'égalité, la liberté, l'individu, le collectif. Ces choix-là, ils devraient être débattus. Et aujourd'hui, ils ont tendance à être occultés par des débats qui sont essentiellement techniques. C'est de l'ingénierie territoriale, de l'ingénierie juridique, de l'ingénierie tout court. Et qui finalement font passer les instruments pour les politiques publiques. C'est-à-dire que il y a des solutions techniques, mais ces solutions techniques ne sont que des instruments. Avant, imaginez que vous soyez chez un médecin, on va vous diagnostiquer une maladie qui peut avoir plusieurs évolutions possibles. On va vous proposer plusieurs pistes de thérapeutique. On va vous en expliquer les risques et les bénéfices. Vous allez discuter avec plusieurs médecins en collégial. Vous allez choisir une option qui pourra d'ailleurs être réorientée. Ensuite, le médicament et la manipulation qui fait qu'on va vous administrer le médicament, c'est de la technique. Or, aujourd'hui, on va mettre le médicament et le manipulateur en avant en faisant peser sur lui la responsabilité d'un choix qu'il n'a pas à prendre. Pas plus que le chercheur en amont qui a réfléchi sur la maladie et les traitements ne va dire au patient qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. À la fin, la décision, c'est celle du patient. Alors la comparaison, elle a évidemment ses limites. Mais on voit bien comment aujourd'hui, on est dans un problème politique et démocratique. Et que finalement, la solution technique... on va mettre des digues pour les inondations, c'était ça, on va faire des digues et des pompes d'un côté. Pour le changement climatique, on va faire des solutions techniques avec du climatiseur, je sais pas quoi. Ça peut être à un moment une réponse, mais qui n'est qu'un instrument parmi un éventail de réponses qui, parce qu'elles vont toutes se mettre ensemble à des moments différents, vont se renforcer et s'optimiser. Exactement comme pour un traitement où généralement quand vous avez une grave maladie, on vous donne pas un médicament, mais on vous donne des médicaments qui vont traiter les symptômes, des médicaments qui vont traiter la cause. On vous accompagne aussi par des médecines alternatives ou douces pour aussi vous accompagner psychologiquement, physiquement. Donc vous avez en fait un ensemble une vision systémique de la médecine. On pourrait là encore filer la métaphore et dire que c'est pareil sur les territoires et par rapport au changement climatique. Et que donc il y a aussi beaucoup d'intervenants, c'est ça qui est compliqué, mais qu'à la fin il y a un patient qui décide et là c'est une société qui doit décider, et la démocratie, c'est quand même ça. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique, mais en rentrant dans le détail d'un plan d'action, c'est le début des discordes, car il y aura forcément des perdants. Tout à fait. On a besoin d'avoir d'abord des mécanismes de discussion, de dialogue et d'explicitation, des mécanismes aussi de décision, mais qui soient des décisions démocratiques, où les parties prenantes se sont exprimées. On essaie d'arriver à un consensus qui n'est pas forcément une compromission, mais on a des compromis à faire. Et puis plus largement, on voit bien aussi que derrière, quand on dit il y a des perdants, il faut dire deux choses. Le changement climatique va, si on ne fait rien, causer des dommages absolument énormes, monstrueux. Les politiques climatiques vont aussi avoir des impacts négatifs. Souvent, ce seront les mêmes catégories de population qui vont être touchées par le changement climatique et par les politiques climatiques. La grosse différence, c'est que si on anticipe, on a la possibilité d'accompagner ces populations pour atténuer au maximum les effets négatifs et pour les faire bénéficier au maximum des effets positifs. Par exemple, on sait bien que la transition énergétique, la transition écologique en général d'ailleurs, ça va détruire des emplois. Ça va probablement créer des pertes de pouvoir d'achat, ça va probablement créer des contraintes sur un certain nombre de ménages, et on sait que ce sont les ménages les plus faibles, en termes de revenus par exemple, pour qui les taxes
vont être plus lourdes. Le fait qu'on interdise tel ou tel type de véhicule va être plus compliqué. Qu'on impose une rénovation de l'habitat qui est coûteuse, ça va être embêtant. On sait aussi souvent que même quand on met des aides, ces ménages défavorisés, ils vont pas vers les guichets parce qu'ils les connaissent pas. Et que par exemple, quand on fait du crédit d'impôt, encore, il faut payer des impôts. Donc on voit qu'il y a un tas de mécanismes qu'on connaît très bien qui vont faire que ces populations-là, elles vont avoir la double peine. En revanche, on peut très bien anticiper ces mécanismes qui sont connus, que les chercheurs ont déjà identifiés, pour accompagner, redistribuer l'effort. Dire, ben voilà, par exemple, tel territoire qui va être ou telle catégorie de population qui va être victime, on va l'aider. Et on va l'aider par des questions de solidarité. C'est un modèle, hein. On pourrait avoir un autre modèle qui dit, on est plutôt sur l'initiative individuelle, l'incitation, la liberté d'auto-organisation. Et là aussi, avec l'idée qu'on a un intérêt à agir plutôt qu'à ne pas agir. Donc, on a plusieurs modèles, là aussi, qui sont avec des valeurs différentes associées à ça. Quoi qu'il en soit, je pense que taire le fait qu'il y aura des perdants du changement climatique et des gagnants, et qu'il y aura des perdants et des gagnants des politiques climatiques, c'est absurde. Par contre, il faut bien affirmer que les perdants, ce sont les mêmes dans les deux cas. Mais qui peut porter ce discours dans le débat public ? Je crois que, par exemple, quand on parle d'écologie punitive, il faudrait qu'un jour on arrive à répondre à cette idée-là, en disant que qu'est-ce qui est punitif ? Quand on voit aujourd'hui les projections qu'on a demandé à Météo France de nous faire pour le rapport du HCC sur les 10 prochaines années, quand on se rend compte déjà, et les agriculteurs en ce moment sont bien placés pour le savoir, des coûts du changement climatique, ces coûts, ils seront absolument monstrueux. Et aujourd'hui, c'est pas la majorité des scientifiques, c'est un état stabilisé des connaissances qui font qu'aujourd'hui, on voit déjà les effets ici et maintenant de ce changement climatique et on n'en est qu'au début. Et on est encore sur des fourchettes qui sont, c'est 1 degré. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer si on arrive à 4 degrés, voire plus ? Le sujet, il est là, il est que l'écologie punitive, qu'est-ce que c'est qui est punitif ? C'est d'attendre le dernier moment pour agir, ou de commencer à se préparer dès aujourd'hui en accompagnant les transformations pour faire en sorte que d'un mal arrive un bien. Et là, je pense que le parallèle avec la crise Covid, il est frappant. Les scientifiques ont alerté sur les risques de pandémie. Ils ont alerté sur les risques liés au coronavirus. On ne s'est pas préparé. On a attendu le dernier moment. Pour des raisons d'ailleurs qui sont tout à fait compréhensibles et qui renvoient aussi à des mécanismes psychologiques, à l'inimaginable, au fait que c'est compliqué, que c'est dur, comme vous dites, que les élections, que les échéances, qu'on se trompe aussi beaucoup dans les cercles politiques sur la volonté des populations de changer. Les populations sont prêtes à changer. Quand on fait des sondages d'opinion, on voit que, à condition qu'on ait d'un côté le sentiment de justice sur les mesures engagées, de l'autre côté une offre qui permette de changer, et l'idée que les pouvoirs qui mettent en place ces mesures sont exemplaires, font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font, les populations adhèrent au changement. Toutes les enquêtes le montrent et sur d'autres sujets dans d'autres pays. Donc, je pense que là, il y a un enjeu de se dire, on y va, et qu'on arrête de nous parler d'écologie punitive. Parce qu'en fait, ce qui est punitif, c'est le fait de ne pas agir. L'inaction, elle est punitive. Sauf qu'effectivement, l'inaction, elle repousse dans le temps les efforts, mais aussi les impacts. Et donc, on attend, en fait, c'est exactement comme quand vous êtes malade, on reprend encore la même métaphore, il vaut peut-être mieux prendre un médicament pas très agréable au début, mais on va vous accompagner pour le prendre, que d'attendre le traitement de la dernière chance qui sera extrêmement violent, avec en plus des résultats assez incertains. On est un peu dans cette configuration-là. Est-ce qu'on peut extrapoler la gestion de la crise du coronavirus à la gestion des crises climatiques présentes et futures ? Est-ce qu'on peut dire que sans changement, les gouvernements qui échouent aujourd'hui échoueront demain ? Oui, je pense. Parce qu'en fait, quand on travaille un peu sur les crises, on se rend compte que les ingrédients de la crise Covid, ils étaient déjà là. C'est-à-dire que les dysfonctionnements de la gestion de crise sont des dysfonctionnements structurels qui avaient été mis en évidence à l'occasion de crises antérieures qui étaient des crises entre guillemets plus petites et plus ponctuelles. Par exemple, pour la France, on avait déjà eu le choc des ouragans Irma, Maria et José dans les Antilles, qui avait déjà révélé un certain nombre de dysfonctionnements.
On a fait des exercices en Île-de-France sur la grande crue de la Seine en 2016, où on avait relevé un ensemble de dysfonctionnements, dont une partie d'ailleurs a été corrigée, mais qui montraient qu'on avait des problèmes, et ces problèmes-là, la crise en fait ne crée rien, elle révèle, et elle prospère sur ces faiblesses-là. Donc effectivement, on voit que là, tous les ingrédients étaient là, l'impréparation, la sidération, la difficulté avec le local, les problèmes de chaîne de commandement, les problèmes de logistique. Donc ça n'a pas forcément surpris les collègues qui travaillaient sur le sujet. Après, l'enjeu, il est un petit peu différent parce qu'on a le retour d'expérience à tirer pour la France et les territoires, mais on a aussi la question de l'international, de ces effets de solidarité. Sauf qu'on ne peut pas attendre que tous les pays du monde soient d'accord pour y aller. Nous avons besoin, dès à présent, de nous préparer, et de nous préparer en conciliant l'atténuation, c'est-à-dire l'action sur les causes des émissions, et puis l'action sur les impacts. Et c'est l'adaptation. Et donc quand en fait on parle au HCC de transformation structurelle, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'en fait on va devoir bouger des structures sociales, économiques, politiques. Ça prend du temps, mais ça n'est qu'à ce prix-là qu'on arrivera à engager une autre trajectoire. Est-ce que ce récit que certains vont devoir payer pour d'autres, que ce soit les plus riches pour les plus pauvres, ou ceux des territoires les moins menacés pour les territoires les plus menacés, est-ce que ce récit peut être accepté ? Alors le problème, c'est que c'est peut-être pas le bon récit. C'est-à-dire qu'ils vont pas devoir payer pour leurs voisins, parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes à la fin qui payent. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord. Y a des chaînes comme ça où les coûts se déportent toujours sur le bout de chaîne qui est le plus vulnérable, le plus défavorisé, celui qui a le moins de pouvoir. La question qui se pose, c'est cette question de la péréquation de la justice. Elle est au centre. Elle est vraiment au centre des débats. Que ça soit en termes de territoire, de classe sociale, de catégorie, je parle pas de classe au sens marxiste. Effectivement, on a par exemple aujourd'hui des territoires qui sont très émetteurs, des territoires qui sont plutôt peu émetteurs, mais on voit bien derrière que quand on regarde les empreintes carbone et non plus simplement par exemple les émissions, ça change un petit peu la donne. Donc on voit là aussi que la manière de mesurer, la manière de transférer les coûts, etc., elle pose la question de ces systèmes de solidarité. Et d'une certaine manière, on a connu déjà ces problèmes quand on a travaillé sur l'assurance sociale. Quand vous êtes en France, vous avez une sécurité sociale qui fait qu'il y a une mutualisation des risques et un partage des risques. Même si on sait que c'est souvent les populations les plus favorisées qui en bénéficient le plus, en réalité, on voit bien quand même qu'on a des mécanismes sociaux qui atténuent considérablement, du fait de la solidarité nationale, un certain nombre de chocs. Et donc cette question de la solidarité, cette question de la justice, cette question de la redistribution, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, et je rappelle juste une chose. À propos des territoires, on a longtemps pensé en fait, il fallait protéger d'abord les territoires les plus riches et les plus centraux, les plus stratégiques, parce que si on les protégeait pas, tout s'effondrait. C'est vrai. Si vous touchez la tête, tout s'effondre. Mais on s'est rendu compte avec la crise Covid que la tête ne pouvait pas fonctionner si on n'avait pas derrière ces territoires et ces populations qu'on ne voit jamais, les territoires servants, qui fait que si vous avez votre siège social, mais que derrière il n'y a pas la personne qui fait le ménage, la personne qui fait la cuisine, ça marche pas non plus. Et donc je pense que ce discours sur la solidarité et la justice, il peut parler aux gens, parce que précisément, c'est à eux de définir ce qu'ils considèrent comme étant juste. C'est à eux de définir ce qu'ils sont prêts à payer. Ensuite, sur l'acceptabilité, je suis assez confiante quand je vois ce qui s'est passé pour la Convention citoyenne. En fait, moi, j'aime pas parler d'acceptabilité, parce que l'acceptabilité, c'est l'idée de dire qu'en gros, il y a quelqu'un qui aura la vérité et qui va l'imposer à d'autres. Quand on voit la Convention citoyenne, on voit comment des citoyens venus de tous bords, avec des capitaux intellectuels, sociaux, culturels très différents, qui venaient de bords politiques, partisans différents, ont réussi à s'approprier de façon très poussée des connaissances extrêmement complexes, parce que des scientifiques, des experts, des chercheurs ont pris le temps d'expliquer, de présenter des points de vue contradictoires et de laisser à chacun ensuite, en son âme et conscience, décider. Et quand on regarde les débats de la Convention citoyenne, on voit que d'abord, les citoyens se sont parfaitement appropriés les questions techniques, scientifiques. Ils l'ont fait. Et qui sont arrivés à un niveau d'expertise assez remarquable. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper impressionnant en peu de temps. Que les débats ont été de très haute tenue et qu'à la fin, il y a eu vote, mais il n'y a pas eu unanimité.
Ça prouve bien qu'on est en capacité dans une démocratie d'avoir des options différentes, mais ensuite de trancher et de décider. Et donc, la démocratie, et la France est bien placée pour le savoir, c'est le citoyen éclairé. Donc on a besoin effectivement d'instances où on va expliquer ces problèmes complexes et compliqués, et on est en capacité de le faire, pour ensuite donner à chacun les moyens de décider en montrant qu'il n'y a pas une solution miracle. Au lieu d'expliquer « non mais c'est bon, on a la solution, dormez tranquille », non. On a le nucléaire. Le nucléaire, ça a permis de décarboner une partie, mais le nucléaire, ça pose des questions d'électricité, de dépendance à l'uranium, ça pose des questions de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça n'est pas simple. Et ça veut dire aussi que derrière, il y a un respect dans le débat où on peut affirmer des idées contradictoires à partir du moment où on se respecte et où ces idées, évidemment, elles sont appuyées sur des preuves scientifiques. On ne va pas raconter n'importe quoi non plus. Donc je pense que ça, c'est d'une certaine manière, on voit aussi que les crises de nos démocraties occidentales, dans leur mécanisme de représentation, de formation du citoyen, d'accès à la connaissance, elles sont révélées d'une certaine manière par notre incapacité collectivement à engager une action. Et donc là où je suis pas optimiste, c'est quand je vois qu'effectivement ces questions environnementales, elles sont très peu finalement présentes dans le débat public. Quand on regarde, on parle d'écologie, tout ça, mais concrètement, on a un peu de mal à savoir qui fait quoi. Et donc il n'y a pas en fait de choix, vous savez pas. Et où on est encore dans ce débat caricatural de l'écologie punitive, des Amish, du retour à l'âge de pierre, ou d'un autre côté d'une croissance verte qui pourrait être qui serait en gros on change rien, on continue, la technique va nous sauver. Enfin, on a des tas de mécanismes qui incitent à l'inaction et qui sont caricaturaux, comme si les entreprises pouvaient pas être vertueuses, comme si l'agriculture, ou plus exactement encore les agriculteurs, n'étaient que des pollueurs méchants et voilà, comme si les citoyens, moi j'entends encore des gens m'expliquer que les citoyens prennent leur voiture par plaisir pour aller acheter leur voiture, leur pain. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, quoi. Et donc ces visions aussi simplistes, elles nuisent beaucoup justement à la production d'un débat démocratique solide qui permet ensemble d'engager les mesures et effectivement d'arbitrer comment est-ce qu'on accompagne, qui on accompagne. Et donc plus on repousse l'action, plus on augmente en fait l'effort à fournir. Et peut-être que cet effort sera plus supportable à un moment donné. La démocratie repose sur la capacité de ces médias à informer sans chercher à diviser, à faire le buzz. Alors il y a plusieurs choses. Dans l'information, il faut que toutes les parties prenantes soient là. Ça passe évidemment par l'école, par l'université, par la famille, parce qu'il y a aussi une version d'éducation. Ça passe par la parole des scientifiques dans l'espace public, ça passe par toutes les actions de médiatisation scientifique. Et ce que vous faites par exemple, et ce que font beaucoup aujourd'hui de gens est très important. Mais effectivement, il y a un rôle des médias. La démocratie, elle fonctionne pas par polémique. La polémique, c'est la guerre, c'est pas ça. La démocratie, elle fonctionne par débat d'idées contradictoires. Ça veut dire qu'il faut du temps pour débattre, ça veut dire qu'il faut des arènes pour débattre. Et ça veut dire qu'il faut aussi savoir d'où on parle. On sait qu'on a des médias dits à droite, des médias dits à gauche. Ça veut dire aussi qu'il y a une éthique du journalisme. Et qu'on peut pas mettre sur le même plan des pseudo-experts autoproclamés, des scientifiques dont le boulot n'est pas d'aller parler sur les plateaux télé. On n'est pas formé pour ça. Donc on a vraiment besoin d'avoir une mobilisation, non pas pour, là encore, donner un catéchisme, mais pour dire, voilà le problème tel qu'il se pose, voilà les options, et peut-être que nous n'avons pas la réponse. Parce que on n'a pas la réponse. La réponse, elle doit se construire démocratiquement. Ça veut pas dire, et j'insiste, que derrière, on est dans le relativisme absolu des valeurs. Bien sûr que non. Mais effectivement, quand on va devoir se dire, est-ce qu'on choisit peut-être d'aménager tel territoire, de préserver tel territoire, de rendre ce territoire à la mer, quand on va choisir d'arrêter telle activité, d'accompagner telle activité, oui, il va falloir poser des questions, il va falloir sortir des caricatures, il va falloir aussi, voilà, et ça, il me semble aussi que c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles en tout cas, beaucoup de gens se détournent des médias traditionnels, des circuits traditionnels, parce que finalement, on n'apprend pas grand-chose, quoi. On n'apprend pas grand-chose, et comme vous dites, le buzz, ce n'est pas de l'information, c'est du bruit. C'est les sophistes de l'époque de Platon, hein. On est là-dedans, on fait du bruit, d'accord, mais
est derrière. Derrière, c'est pas une affaire d'experts. Je voudrais qu'on conclue notre entretien en parlant de géographie. Depuis le lycée, j'en ai pas entendu parler, d'où ma question qui peut paraître un peu bête, mais qu'est-ce que la géographie? Alors, c'est une science sociale, donc c'est une science qui a pour objet d'expliquer, de comprendre la société dans ses composantes, y compris environnementales, puisque l'environnement, on considère que c'est aussi en partie une production de la société. Cette géographie, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle va considérer ces objets à partir de l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est que pour nous l'espace? C'est l'idée que les activités humaines, elles se déploient sur de l'étendue physique, avec une localisation, et que la manière dont les choses sont placées à la surface de la Terre fait que vous avez des interactions qui se créent, vous avez en particulier une distance. La distance, au départ, elle est physique, elle est matérielle. Mais vous voyez bien que dans nos vies quotidiennes, on a d'autres formes de distance. Par exemple, le développement de la voiture fait que vous avez une distance temps qui se réduit. Vous avez peut-être vu avec le TGV, la carte de France, où on représente en fait les villes non plus à leur distance kilométrique, mais à la distance temps. Et donc on voit, on a une carte complètement qui change évidemment. Ça peut être également la distance sociale. Cette distance sociale, par exemple, moi je prends souvent cet exemple avec mes élèves, quand je suis dans une classe, quand on rentre dans une classe, on sait tout de suite qui est le professeur. Et il y a une distance entre les élèves et moi qui est symbolique, qui fait que d'emblée, même si c'est pas dit, même si c'est pas, on sait que on est sur un plan séparé. Et puis dans la classe, vous allez voir au fur et à mesure de l'année des gens qui vont se rapprocher parce qu'ils vont devenir copains ou plus, des gens qui vont s'écarter. Et donc la distance, elle va jouer énormément. Et par exemple, une de nos idées, c'est que la mondialisation, qu'est-ce que c'est la mondialisation? C'est le fait que grâce au transport, aux télécommunications, tout ça, les distances physiques, elles sont de moins en moins pertinentes et que ce qui compte aujourd'hui, c'est la distance temps et la distance coût. Et donc on a un monde qui se rétrécit. Pourtant, les distances sociales et culturelles, elles n'ont jamais été aussi fortes. Et donc, vous voyez, on va travailler là-dessus. Et donc, ensuite, on va regarder les objets sociaux à partir de cet espace, en regardant comment l'espace intervient dans, par exemple, les jeux de pouvoir, intervient dans la manière... Et donc, c'est pour ça que ça tire vers l'aménagement du territoire. C'est pour ça aussi que vous avez une partie de la géographie qui va plutôt tirer vers tout ce qui est géomatique, c'est-à-dire les informations géoréférenciées qui vont permettre après de faire des cartes. Vous avez une partie de la géographie qui se rapproche beaucoup d'ailleurs de la sociologie, de l'anthropologie, autour des questions culturelles, inégalités, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle la géographie de l'environnement, dont je suis issue, qui en fait c'était la première géographie historiquement, c'était l'étude des relations entre l'homme et la société. Ça a donné la fameuse séparation qui existait encore il y a quelques années entre géographie physique, qui en fait aujourd'hui s'est complètement rapprochée des géosciences, hydrologie, climatologie, etc. Et puis la géographie dite humaine. Et donc nous en fait on est une discipline ou une sous-discipline, enfin un sous-champ disciplinaire, où on est vraiment beaucoup en interaction avec d'un côté les géosciences, et puis de l'autre les sciences sociales, sociologie, économie, droit, anthropologie. Et on travaille finalement... Alors, on a aujourd'hui des objets qui sont communs, c'est-à-dire qu'on commence en fait à évoluer vers ce qu'ont fait les sciences dites dures, c'est-à-dire se structurer en studies et non plus en disciplines. Mais par contre, nous regardons chacun nos objets avec notre regard. Donc par exemple, quand je vais travailler sur les catastrophes ou les risques, moi je vais m'intéresser plus à la dimension spatiale, ce qu'on appelle la spatialité, la manière dont l'espace est organisé et approprié politiquement et symboliquement par les groupes sociaux. Quand par exemple mes collègues sociologues, ils vont plutôt regarder les configurations de groupes, de jeux de pouvoir à l'intérieur de ces groupes, les psychologues vont regarder les individus, enfin vous voyez, donc on va avoir des approches différentes. Donc c'est très différent de ce qu'on fait à l'école, encore que maintenant ça avance pas mal, et puis c'est une façon de regarder le monde, comme c'est un regard sur le monde particulier. Et par exemple, moi je suis très mauvaise en localisation, hein. J'ai beaucoup de mal à localiser les choses, j'oublie beaucoup. Donc voilà, donc on n'est plus les spécialistes de effectivement de la capitale, enfin un peu voilà. Par contre, pour nous ce qui est important, c'est se demander pourquoi est-ce que c'est ici et pas ailleurs. Le fait que Marseille soit à Marseille, qu'est-ce que ça change? Dans le livre de Tim Marshall, Prisoners of Geography, le livre soutient la thèse que les leaders mondiaux sont contraints par la géographie de leur pays, que cette géographie
expliquent une partie de leur politique et expliquent par exemple l'obsession de Poutine pour la Crimée ou de la Chine pour le Tibet, ou même alors que les États-Unis étaient destinés à devenir une superpuissance dès le départ, voilà, du fait de leurs caractéristiques géographiques. En gros, si on recommençait l'histoire 10 fois, on se retrouverait avec le même scénario, peu ou prou. Est-ce que vous pensez que les nations sont prisonnières de leur géographie de la même manière que les humains sont prisonniers de leur gènes? C'est un vieux débat qui en fait est réactualisé depuis des siècles. Donc en fait la géographie bon, il y a eu plusieurs géographies, hein, mais au 19e siècle, la géographie s'est instituée en sciences, aussi bien en Europe qu'aux États, en Amérique du Nord. Et elle s'est instituée d'abord à partir d'un modèle qui était le modèle des sciences dures et de l'écologie. L'écologie qui avait été inventée en Allemagne par Ernst Haeckel. Donc c'était la relation des vivants et de leur milieu. Et parmi ces vivants, il y avait l'anthropogéographie, c'est-à-dire la géographie de l'espèce humaine. Et donc la première chose qui est arrivée, c'est le déterminisme, ce qu'on appelle mésologique, c'est-à-dire que l'idée que les hommes étaient déterminés par leur milieu. Donc c'était pas encore de la génétique, mais en gros c'était du darwinisme qui a donné d'ailleurs des dérives assez importantes, hein, notamment dans le projet colonial, puisque la géographie a longtemps aussi souffert d'une complaisance pour ce projet colonial, puisque c'était l'idée de dire qu'à la fois on envoyait des géographes faire l'inventaire des ressources, mais aussi on justifiait la domination de l'homme blanc sur les autres peuples en expliquant qu'ils étaient déterminés par leur milieu, et donc ça a donné des choses assez épouvantables. Et puis il y a eu d'autres formes de déterminisme, et en particulier le déterminisme de la forme des continents. Donc par exemple c'était parce que le continent a cette forme-là, telle nation est comme ça. Et donc, il y a toujours eu la volonté d'expliquer, d'avoir finalement ce qu'on appelle une lecture téléologique, c'est-à-dire que on est préprogrammé pour. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, ça marche pas comme ça. Précisément, ça ne marche pas comme ça, parce que il y a des multiples facteurs. Alors oui, il y a à un moment donné des configurations qui sont plus ou moins propices à. Pour le déterminisme mésologique, par exemple, pour le déterminisme du milieu, si vous prenez la Californie et le Maroc, a priori, c'est pas si éloigné que ça. Pourtant, la Californie et le Maroc, ça n'a pas eu la même trajectoire. Et donc, vous avez, si vous voulez, des justifications qui ont souvent servi des pouvoirs politiques. Alors, soit on s'est mis sur le milieu, soit sur la forme, soit, notamment à partir du moment où le droit divin n'existait plus, ou en tout cas on était dans des sociétés plus laïcisées. Il a fallu trouver d'autres systèmes de justification. Et à cet égard-là, d'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, vous avez à la fin du 19e siècle des historiens, notamment les historiens de la frontière, alors la frontière au sens de front pionnier, qui vont justement expliquer l'histoire des États-Unis, soit par le milieu, soit par le relief, soit par la forme. Enfin, et donc souvent, on a ce type de discours, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que précisément, toute explication est multifactorielle. C'est pas parce qu'on retrouve des configurations qui peuvent sembler identiques à un certain moment et une certaine focale qu'en réalité c'est la même chose. Et que souvent, et donc la géographie a construit justement des appareils pour décortiquer l'espace entre la matérialité, l'organisation, la fonction, l'identité, les jeux de pouvoir, pour justement montrer qu'en fait ce qui semblait, quand on superpose ces couches, répondre à un dessin prémédité, inscrit dans les gènes, comme vous dites, en réalité était le fait de beaucoup de bifurcations, de jeux de hasard, et qu'on pourrait avoir des choses très très différentes. Il y a un bouquin génial d'une collègue qui a travaillé sur Rome, sur la centralité romaine, qui montre comment la Rome éternelle des empereurs jusqu'à la Rome capitale, en réalité, ce sont des décisions politiques à éclipse avec beaucoup de coups de chance. Et moi, ça, je l'ai étudié du point de vue de la résilience, pour montrer justement que quand on nous explique que les villes se relèvent toujours, certes, mais qu'est-ce qui se relève, qu'est-ce qu'on retrouve, et est-ce qu'il y a une vocation des villes à se relever? Ça dépend ce qu'on appelle se relever. C'est la part du même et de l'autre. Et donc c'est un peu la même chose sur ces sujets de déterminisme. Et donc quand vous faites de la géographie à la fac, la première chose qu'on vous dit en licence 1, il n'y a pas de déterminisme en géographie. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de tout géographe qui se respecte. En gros, c'est la lutte contre la causalité linéaire. Que c'est la question qui fâche. Non, pas qui fâche, parce que je pense qu'elle est très importante, parce que ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un retour dans les discours
de ces déterminismes. Par exemple, les géographes ont beaucoup travaillé sur la question de la frontière naturelle, pour expliquer qu'il n'y avait rien de plus naturel c'était pas du tout, les seules frontières qui marchaient pas, c'était les frontières dites naturelles. Eh bien, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs qui se réclament de l'évidence, par exemple, du bassin versant, comme périmètre de gestion pour un certain type d'aléas. Or, ça marche pas plus. Mais derrière, il y a des enjeux politiques qui sont importants parce que ça permet, par exemple, à certains acteurs d'avoir la main sur un bassin versant transnational. Vous avez la même chose sur le déterminisme dans la résilience, où on va expliquer qu'il y a des populations qui sont prédéterminées à être résilientes parce qu'elles sont nées à tel endroit. Et ce que vous dites sur la forme des continents, on va le retrouver dans le discours de certains leaders nationalistes qui vont expliquer que le pays est doté de tel ou tel truc, qui le prédestinait à être ce qu'il était. Donc c'est pas neutre, ces discours politiques-là, ils sont très présents, ils se donnent une apparence de scientificité, mais en réalité derrière, ils remobilisent des débats très anciens qui ont déjà été tranchés et démontrés, mais avec de nouveaux éléments de langage, si vous voulez. Et on a cette inquiétude de revoir en fait cette renaturalisation et cette redéterminisation, cette réessentialisation d'un certain nombre de sujets politiques qui visent précisément à les dépolitiser, c'est-à-dire à faire oublier que derrière l'évidence du déterminisme, il y a des choix, il y a des jeux de pouvoir, il y a des choses compliquées et il n'y a pas justement de fatalité. Mais ça, quand vous dites ça, c'est pas bon pour certains autocrates, par exemple. C'est pas Rousseau qui disait que les pays chauds devenaient des dictatures et les pays au climat plus froid des démocraties ? Oui, mais on a eu aussi dans le passé des historiens, alors d'ailleurs avec pas mal d'ironie, qui disaient les terres du granit. Alors je sais plus, il y avait les terres du calcaire et les terres du granit, et les unes votaient à droite et les autres votaient à gauche. C'est très intéressant parce que ça montre la confusion entre corrélation et causalité. Et je pense que typiquement quand on parle de citoyens éclairés, ça expliquer à des élèves la différence entre corrélation et causalité, c'est essentiel. Le racisme, qu'est-ce que c'est ? C'est à partir du moment où vous confondez une corrélation qui peut s'expliquer par d'autres phénomènes que la couleur de la peau, que vous en faites une causalité. Effectivement, on a des taux d'homicide ou d'incarcération beaucoup plus forts chez les populations afro-américaines aux États-Unis. Mais parce que précisément, il y a aussi une adéquation entre la pauvreté, le manque d'éducation, l'exposition à la violence et le fait qu'ils sont condamnés de façon plus systématique et plus lourde du fait du racisme systémique de certains policiers, et que donc en fait derrière cette corrélation, il y a un ensemble de causes qui expliquent que vous en arrivez là. Et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit noir ou d'origine afro-américaine. Et ça, je pense que on en revient à cette idée de citoyen éclairé. De ces éléments de base qui font parfois défaut à nos concitoyens pour s'orienter dans des discours ou dans des messages qui sont effectivement très raccourcis, très ramassés, qui simplifient les choses. À force de simplifier, on dit des horreurs. Je voudrais finir par quelques questions plus personnelles. Dans un interview, vous racontez une histoire qui s'est passée lors d'un voyage en TGV. Vous apercevez par la fenêtre la Huerta d'Avignon, après l'avoir étudiée pendant de longues heures en cours. Ouais. Vous dites, je vous cite, « C'était magique, c'était comme si j'avais appris à lire. Ce n'était pas un livre que je déchiffrais, mais un espace dont je comprenais l'organisation et les dynamiques, dans lequel je saisissais le poids des héritages, le rôle du milieu, l'action des sociétés. En lisant cela, j'ai pensé à la phrase de Gustave Flaubert, « Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. » Oui, c'est gentil. Mais c'est comme quand vous apprenez à lire. J'ai eu la même sensation quand je suis arrivée en classe prépa et que tout d'un coup on vous donne un texte que vous avez lu 100 fois et là vous le comprenez. Là il se passe quelque chose. Et je suis pas musicienne, et quand par exemple je vois une portée de musique avec des notes, il y a cet hermétisme qui fait que je sais pas le lire, ou que j'ai un texte en chinois ou en alphabet cyrillique, je sais pas le lire. Et tout d'un coup, vous retrouvez ce moment un peu délicieux que vous avez quand vous êtes enfant. On a oublié ce que c'était de pas savoir lire. Mais quand vous regardez des petits enfants qui commencent à découvrir et tout d'un coup le texte s'ouvre à eux, bah c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez une clé de lecture d'un paysage que vous avez vu des dizaines de fois. Et là, tout d'un coup, vous dites, ah mais en fait, ça c'est ça, puis ça c'est, ah mais ça vient de là, et puis ça vient de là. Et je pense que chaque scientifique, pour le coup, a un jour connu ça.
par rapport à son objet, quelque chose qui se dévoile à lui, qu'il est quasiment le seul à pouvoir lire. Ça peut être une probabilité, ça peut être voilà. Quand je vois mes collègues en sciences qui font des trucs dans plein de dimensions, tout ça, je comprends absolument pas ce qu'ils racontent. Mais eux, on sent qu'il y a eu ce moment de révélation, et je trouve que quand on est scientifique, on a cette chance-là, sur un tout petit truc, de pouvoir retrouver ce bonheur qui a été celui des enfants quand ils apprenaient à lire. Ce dévoilement, ah bah tiens, waouh. Et je trouve qu'on est et ce que je trouve génial dans mes collègues, c'est qu'on fait tout ça. On a tous cette espèce de joie complètement enfantine, avec les yeux qui brillent. C'est comme si on mangeait des bons. Enfin, on saute partout quand on découvre ça, et c'est toujours renouvelé, quoi. Et c'est quelque chose de waouh. J'ai compris. Eureka, quoi. L'autre dans sa baignoire, mais c'est un peu ça. Et quand on est géographe, c'est vrai que du coup, on a des clés de lecture tout d'un coup du monde qui nous entoure, où on se dit, bah, tiens, j'avais jamais vu ça, ah, ben, je comprends ce qui se passe là. Je vois ce qui s'est passé dans le passé. J'ai des collègues, par exemple, qui font ça sur les ruines. Ils vous amènent dans des trucs de fouilles où vous avez par terre des trous, et eux, ils voient vraiment le palais crétois. Ils voient, là, il y avait une porte, et toi, tu dis, oui, bien sûr, oui, sûrement. Et eux, on voit qu'en fait, dans leur tête, ils voient exactement ce qui est en train de... Et vous voyez des trous. Et vous vous dites, ils sont complètement givrés, quoi. Et ils sautent partout. Tu vois, là, il y avait un éclat de peinture, le truc. Ils ont dans leur tête le palais. Vous m'avez donné envie de retourner à l'école, là. Ah bah, il faut étudier les sciences. Je trouve qu'on a cette chance-là d'être comme des gamins, en fait. Moi, je trouve que tous les scientifiques que je rencontre, ils ont gardé ce côté de l'enfance. Quand vous voyez les tout petits enfants qui s'enthousiasment parce qu'ils ont vu une courgette, parce qu'ils ont vu un canard, parce que moi j'ai des enfants tout petits, et je me dis, moi dans les labos et des gens que je fréquente, ils ont cette espèce d'immédiateté et de joie, et ils peuvent vous parler d'ailleurs je vous parle des heures de mes objets de recherche, parce que on a cette chance là de travailler avec des choses qui nous passionnent et qui nous remplissent et on se sent, en fait, on a l'impression d'y voir un peu moins flou, même si ça reste très flou. Mais tiens, on vient d'inventer les lunettes, là. C'est un peu mieux. Est-ce que cette envie d'y voir moins flou, c'est pas une façon de gérer l'anxiété ou du moins l'appréhension du futur? Oui, très clairement. Il y a deux choses. Je pense que ça correspond, à ma manière de comprendre le monde et de m'y orienter, et pas de répondre à des questions, mais d'apprendre à les poser. Déjà, de savoir bien poser la question, je trouve que c'est Fantomette. Quand j'étais petite, je lisais Fantomette. Fantomette, elle disait toujours que pour résoudre l'énigme, il fallait d'abord bien poser l'énigme. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Et puis le deuxième point, c'est que je trouve qu'on a une chance aussi énorme, c'est qu'on peut transmettre. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, j'ai la chance d'avoir le vocabulaire, j'ai la chance d'avoir ce capital culturel, intellectuel, économique. Et je viens d'un milieu social où on n'a pas tout ça. Et on reparlait des médias, je trouve qu'il y a une violence symbolique. Parce qu'en fait, on prend les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu d'avoir accès aux livres, d'avoir accès à tout ça, pour finalement les prendre pour des imbéciles et des instruments pour maintenir les privilèges. Alors que ces gens-là sont tout à fait capables de comprendre. Et donc pour moi, être un scientifique, c'est aussi me mettre au service du public, de transmettre aussi, de donner. Et je trouve que quand vous travaillez sur des catastrophes naturelles, que vous discutez avec des victimes de catastrophes, vous sentez que ce que vous faites, c'est pas juste, il y a quelque chose, parce que des gens vous confient leurs témoignages, vous devenez leur porte-parole, et vous savez que vous n'allez pas changer le monde, mais si vous pouvez le faire un tout petit peu bouger, bah, vous vous êtes levé pour quelque chose. Et je pense que tous les collègues, y compris ceux qui travaillent sur des objets complètement ésotériques, dans des trucs très abstraits, ils ont vraiment l'impression, et ils y croient, de faire avancer les choses. Et je trouve que ça, c'est une chance qu'on a, exactement comme le boulanger qui fait son pain, exactement comme le monsieur qui va, ou la dame qui vont travailler à la chaîne en usine. On contribue tous à notre manière, mais cette idée de transmission, et c'est pour ça aussi que moi j'aime beaucoup m'exprimer, voilà, j'essaie de répondre aux questions, parce que je pense que c'est quand même c'est une chance énorme qu'on a, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis enseignante et chercheur, parce que c'est une forme d'engagement pour le coup. Merci Magali Regazazit. Ben, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de raconter tout ça.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.